Bonjour à tous et bonjour à toutes. En tout cas, bienvenue dans ce webinaire consacré à un sujet tout aussi critique que mal appréhendé, la prévention des risques psychosociaux. Et bien évidemment, ce que les entreprises ne voient pas venir, parce qu'on rajoute quand même une petite nuance. Donc, avant de commencer, on va patienter encore quelques petites secondes, quelques petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Et puis après, on va commencer ce webinaire. Donc, d'ici une petite minute. Alors, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, hein, de quelle belle région de France vous venez, du sud, effectivement, du nord, de l'est, de l'ouest. Si vous avez encore du beau temps, en tout cas, nous, sur Paris, pas du tout. Il fait pas beau, donc n'hésitez pas sur le chat à nous dire d'où vous venez et au fil, en tout cas, du webinaire, à poser, en tout cas, toutes vos questions. Et on y répondra 10 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Alors, on a Estelle. Bonjour Estelle. Nuageux dans l'Ain. Nuageux déjà. Ok, donc en tout cas, bienvenue Estelle. On a Alexandre. En Franche-Comté, il pleut apparemment. Pas de chance. En tout cas, bienvenue Alexandre. Moi, je suis à Lisbonne et j'ai la chance d'avoir encore l'été pour le coup ici. Ok, la chance encore l'été. Nous, en tout cas, plutôt, non, pas encore. Alors, on a Fadila. Bonjour Fadila. Et Véronique de Corse, du bleu-gris. En tout cas, bienvenue Véronique. Parfait. Alors, je pense qu'on peut et qu'on va commencer. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on va effectivement parler des risques psychosociaux et de ce qu'on ne voit pas venir. Tout simplement pour vous dire, alors, hop, voilà. Donc, je partage le slide. Donc, pour vous expliquer qu'aujourd'hui, en 2025, les RPS, ils ont changé de visage. On sort un petit peu du contexte un petit peu classique du RPS, burn-out, stress, et on va effectivement faire face à des RPS dont on dit qu'ils sont invisibles. Ça peut être effectivement des tensions managériales non exprimées, ça peut être de l'isolement discret, ça peut être de l'hyperconnexion banalisée. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que les signaux faibles sont souvent invisibles aux yeux des organisations jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et notre objectif, justement, sur ce webinaire, c'est de pouvoir effectivement détecter ces zones grises, impliquer vos managers sans les submerger, cartographier les risques liés à l'IA, au numérique et aux organisations hybrides, et bien évidemment, vous donner des bons outils pour pouvoir agir vite et bien. Et j'ai le plaisir de pouvoir animer cette table ronde avec deux experts que je vais laisser se présenter, Julie et Carla. Alors, du coup, moi, c'est Julie Théodoreau, psychologue du travail. Donc, pour me présenter très rapidement, moi, au quotidien, j'accompagne les salariés et les particuliers au cœur de séances de psychothérapie individuelle. Et puis, j'anime également des sessions de formation et différentes actions de communication autour de différentes thématiques qui tournent autour de la santé mentale. Voilà. Merci et bienvenue, Julie. Merci. Et moi, c'est Carla Brammy, je suis psychologue du travail et comédienne improvisatrice. J'interviens avec plusieurs organismes pour donner des ateliers et des formations sur différents sujets, donc que ce soit les risques psychosociaux, la gestion de conflits, la communication. Et j'utilise plusieurs méthodes pour inclure et être le plus possible en interaction avec les participants, participantes. Ok, parfait. Merci Carla et aussi bienvenue sur ce webinaire. J'en profite. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra justement à la fin. Pour revenir sur ce que j'ai dit, Carla, est-ce que tu peux nous expliquer le nouveau contexte en France, en tout cas de ces RPS qui sont dits invisibles? Oui, complètement. Alors, avant d'aller sur les nouvelles données de 2025-2026, je vous propose de replacer les risques psychosociaux dans leur contexte. Alors, les risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est? C'est les risques qui touchent la santé physique et mentale des salariés dans le monde du travail. Et donc, voilà, il y a plusieurs catégories de risques psychosociaux. Votre connexion Internet est instable, j'espère que ça va aller. On a commencé à vraiment s'intéresser aux risques psychosociaux et à en parler en 2008-2009, suite aux vagues de suicides de France Télécom, donc aujourd'hui devenue Orange.
Et en 2025-2026, il y a des nouvelles données, puisqu'on a de l'hyperconnexion qui est banalisée. Donc, on doit être en ligne, connecté tout le temps, sur plein de canaux différents. Et donc, ça amène un nouveau visage aussi aux risques psychosociaux. Et souvent, moi, je le vois quand j'interviens auprès d'entreprises. On intervient en prévention tertiaire, donc souvent sur une prévention et des interventions réactives, et avec des fois des outils qui sont dépassés. Alors qu'intervenir par rapport aux signaux faibles et dès le début serait vraiment beaucoup plus bénéfique. Ok. Julie, est-ce que tu as effectivement une explication à nous dire sur ce nouveau visage, ces nouveaux RPS de 2025? Ouais, c'est vrai que moi, au quotidien, je constate vraiment qu'il y a un nouveau visage, en effet, donné à ces risques psychosociaux. Et personnellement, je vois 3 nouvelles catégories de risques psychosociaux. Tout d'abord, je vous rejoins complètement. Il y a tout ce qui touche à la digitalisation du travail, des modes de travail, des relations au travail, qui fait que l'hyperconnexion devient une nouvelle norme. Et avec ça, tous les risques que ça comporte, donc les nouvelles injonctions à l'immédiateté, à la connexion permanente, une forme de déshumanisation, d'outils qui se retournent un petit peu contre soi avec ce truc un peu du contrôle, quoi. Je constate aussi qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour voir aussi les répercussions qu'ont eu toutes les nouvelles tendances managériales centrées sur l'individu. C'est comme si on avait organisation en transformant chaque individu, donc en leur suggérant fortement d'être plus agile, plus performant, de mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leur stress. Et ça a fait qu'on a détourné finalement notre regard du réel, des problématiques concrètes et des solutions qui pourraient être apportées. Parce que concrètement, c'est parfaitement normal d'être stressé et dépassé quand le rythme est infernal, quand on est en surcharge de travail, quand il y a un gros décalage entre ce qu'on fournit, entre ce qu'on investit et le retour qu'on obtient, que ce soit le salaire ou la reconnaissance symbolique. Donc là, il est important en effet de remettre le regard, on va dire, sur le réel. Et la troisième catégorie aussi, de ce que je constate, c'est la diminution du collectif. Donc directement lié à ce culte de la performance individuelle et à la fois de la digitalisation. Donc du coup, il y a une perte dans le tissu social, j'ai envie de dire. On appartient moins, on est moins en lien, moins en relation, et ça vient vraiment du coup fragiliser et affecter aussi la performance et le bien-être des salariés. Et face à ça, on a des RH, malheureusement, qui sont de plus en plus obligés d'être un peu les gestionnaires des symptômes, alors que ce n'est pas forcément leur responsabilité. Donc, l'enjeu, en effet, pour fin 2025, début 2026, ça va être d'aller vers une démarche de prévention des risques psychosociaux qui soit ancrée dans le réel, donc plus centrée sur l'individu, mais sur l'environnement de travail. C'est l'environnement qu'on doit améliorer et pas forcément le salarié qu'on doit développer dans sa personnalité. Et voilà, pour que ce soit simple, rapide et efficace. Ok, merci. C'est très intéressant. C'est vrai que tu as dit que l'objectif, c'était d'aller vers la prévention des risques psychosociaux. Et pour ça, il faut avoir des bons outils pour pouvoir mesurer ces risques. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà dû faire face effectivement à ce type de nouveaux risques psychosociaux. Ça peut être des hyperconnexions banalisées, ça peut être des tensions managériales non exprimées, comme on l'a dit, de l'isolement aussi. Donc, n'hésitez pas à nous notifier en commentaire et effectivement, on essaiera de vous apporter des solutions en fin de webinaire. Tout à l'heure, Carla, c'est intéressant, tu as évoqué aussi les outils. Et aujourd'hui, il faut savoir que le premier constat en France, c'est que le contexte du travail en 2025 a évolué très, très, très rapidement. Beaucoup plus vite que les outils, effectivement, qui nous permettent de diagnostiquer tout simplement l'impact RPS, les outils de veille. Et du coup, ça fait que les facteurs de risque se sont intensifiés, comme on l'a dit, hein, surcharge collective, flou organisationnel, injonction contradictoire, perte d'utilité. Mais paradoxalement, les outils utilisés en entreprise pour mesurer les RPS n'ont pas toujours suivi. Donc, on se repose encore sur des enquêtes ponctuelles, des indicateurs d'absentéisme ou des baromètres QBCT génériques. Et du coup, ça crée un vrai décalage entre ce que vivent les salariés et ce qu'on est capable de mesurer ou d'anticiper en interne. Julie, vous accompagnez des organisations sur le terrain.
quand on parle d'évolution de risque, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Donc, je dis Julie, ça peut être Carla, Julie. Mais on va commencer par Julie. Ouais. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que j'ai l'impression que la manière dont le travail évolue amène des réalités qui sont vraiment contraires à certains de nos besoins fondamentaux. Et donc, que ce soit au niveau de la confiance, le sentiment de sécurité psychologique, d'avoir des liens affectifs, des relations protectrices et soutenantes, le sentiment que ça ait du sens, etc., etc. Et je fais face, du coup, à la majorité de mes patients, des personnes que j'accompagne, viennent à moi en me disant aidez-moi à travailler sur moi pour que je puisse mieux tenir, pour que je puisse me suradapter quelque part, entre guillemets, à des environnements complètement parfois dysfonctionnels. C'est si je pousse le bouchon un peu loin, c'est comme quelqu'un qui vit une violence silencieuse au quotidien et qui me dit aide-moi à mieux tenir, à mieux performer ou à anesthésier mes émotions pour mieux m'emboîter dans cet environnement. Et c'est ça que je trouve qui me frappe complètement. Mmh. Et face à ça, du coup, on a, comme tu disais, des indicateurs RPS qui viennent surtout mesurer des crises déjà installées. Donc, on n'a pas l'aspect vraiment prévention efficace. Et les enquêtes QVCT, souvent pareil, elles sont un petit peu hors sol, avec des questions standardisées qui ne sont pas du coup spécifiques au contexte et aux réalités du quotidien. Et en plus, la temporalité, souvent, elle est trop éloignée. Il n'y a pas forcément de retour aux salariés, ce qui fait qu'on a un effet complètement pervers, c'est que l'organisation mesure ce qui ne va pas, mais n'agit pas. Ce qui va augmenter la cause des problèmes et les conséquences. Ça va fragiliser davantage la confiance des salariés, l'envie de s'impliquer, l'envie de gaspiller encore plus son énergie, entre guillemets, pour son environnement de travail. Donc voilà, pour ma part, c'est ce qui me frappe. Ok. Carla, est-ce que tu as des exemples à nous fournir ou toi, effectivement, selon le fait que tu accompagnes aussi également des organisations sur le terrain, est-ce que tu as, qu'est-ce qui te frappe le plus aujourd'hui, justement, sur cette perception entre la réalité de ce qui se passe et, en tout cas, comment on arrive à mesurer l'impact de ces RPS? Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la charge de travail qui s'intensifie énormément pour des moyens qui restent les mêmes. Et quand je donne des formations, des fois, qui sont mises comme obligatoires, on a la moitié des participants qui viennent parce que c'est vu comme prendre 1 heure sur son agenda ou 2 heures sur son agenda. Et ça paraît même impossible pour des personnes qui ont une charge de travail énorme. Donc même des actions de prévention, des fois, c'est vu comme quelque chose qui va venir alourdir des agendas et alourdir des emplois du temps. Et je pense que ça peut être la même chose aussi pour des questionnaires, des fois qui sont assez longs à réaliser pour des personnes qui ont une charge de travail des fois énorme. Et puis, je vois parfois aussi des climats de méfiance par rapport aux managers, par rapport à la direction d'entreprise. Donc pour moi, toute la question, c'est aussi comment avoir un dialogue qui soit le plus épanoui et harmonieux possible pour que tout le monde se sente vraiment bien et puisse communiquer au mieux avant qu'il y ait des tensions et un climat délétère qui se mettent en place. Ok, parfait. On a quelques petites effectivement interactions. On a Véronique qui nous dit que les services RH deviennent les pompiers de service face au RPS ou que les managers sont totalement démunis. Mais on parlera tout à l'heure de comment impliquer, Véronique, on parlera dans une prochaine slide de comment justement impliquer les managers sans les submerger. Donc ça, effectivement, on a préparé quelque chose dessus. Et par rapport aux outils, on a Solène qui nous dit que il y a beaucoup de retours d'isolement des salariés, car les outils permettent de plus en plus d'autonomie et donc moins d'interaction équipe effectuée d'avant, donc moins d'interaction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez en tout cas quelque chose une interaction à apporter à Solène sur le fait qu'il y a beaucoup plus d'isolement de salariés? Oui, moi, je suis complètement d'accord aussi avec Solène. Et je pense que ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on met en place de l'écoute et comment est-ce qu'on met en place aussi le collectif pour parler de tout ça et à quel moment aussi. Parce que si on a, par exemple, des rituels ou des cellules d'écoute assez fréquentes, par exemple toutes les semaines, ça va être beaucoup plus positif et ça va réduire l'isolement. Ok. Oui, et j'avais envie de rajouter aussi
Solène, pardon, mais ça peut être aussi intéressant de laisser aux équipes cette liberté de se demander comment on peut se réguler, comment on peut retrouver aussi des espaces de parole, d'échange. Alors, ça me dit que la connexion aussi, elle est instable. J'espère que ça va. Non, c'est bon, ça va. Oui. C'était ça, juste voilà aussi permettre entre elles et charger les managers de cette tâche. Ok, parfait. Et ce qui nous amène à un point crucial, comme je l'ai dit effectivement au départ, c'est ce que les entreprises ne voient pas venir, ce que vous ne voyez pas venir. Et comment on peut détecter les zones grises? Déjà, qu'est-ce que c'est une zone grise? Une zone grise, c'est une situation où tout semble aller, mais les signaux faibles s'accumulent. Ça peut être les collaborateurs moins impliqués, des tensions non verbalisées, perte de confiance ou sentiment d'inefficacité collective. Et tout cela, en fait, sans incident grave. Vous ne pouvez pas l'anticiper parce qu'il n'y a pas d'absentéisme, il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas d'incident grave. Donc tout se passe bien, mais il y a peut-être un petit élément qui risque d'enrayer la bonne machine de votre organisation. Et ce sont pourtant voilà, des contextes qui préfigurent effectivement des vraies détériorations. Et la difficulté pour vous, pour les managers, pour les RH, c'est de pouvoir détecter ces évolutions avant effectivement qu'elles deviennent des problèmes. Carla, à ton avis, pourquoi ces zones grises, qu'on les appelle grises, donc ces zones grises, échappent-elles souvent au radar RH, QVCT ou manager? Alors, je pense que ça échappe parce que souvent, tout le monde est pris dans son propre rythme, voilà, avec une grosse charge de travail, avec plein de choses à faire. Et puis, il y a de plus en plus aussi de télétravail. Donc, manager à distance aussi, ça va être plus compliqué pour repérer les signaux faibles et voir comment son équipe et comment le collectif va. Et puis, très souvent, voilà, on croise quelqu'un au boulot, on demande si ça va, mais est-ce qu'on écoute vraiment la réponse? Est-ce qu'on regarde vraiment tous les signaux faibles? Est-ce qu'on regarde les changements de comportement? Voilà, Martine qui était super heureuse et puis là, depuis 2 semaines, on voit plein de choses physiquement qui changent. Et est-ce qu'on a le temps de s'y intéresser? Et est-ce qu'on apprend aussi aux personnes et aux collaborateurs quand réorienter à la médecine du travail? Et aussi, le monde de l'entreprise peut être vu comme le monde de l'évaluation. Donc, ça va être compliqué de montrer aussi quand on va pas bien, de faire émerger les tensions et les conflits. Donc, tout va se jouer aussi en silence. Et peu à peu, ça va conduire, comme vous le disiez, Fidèle, à la fuite des talents, à l'absentéisme stratégique. Et ça va créer un climat qui va être de plus en plus dégradé, sans crise visible. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à nous apporter aussi, Julie, sur le fait que ces zones grises échappent tout le temps, en tout cas le plus souvent, au radar QVCT, au manager? Comment on peut faire justement pour que le manager arrive à détecter et à agir plus rapidement? Oui, moi je partage en tout cas complètement les observations, les analyses de Carla, et j'aurais peut-être envie de rajouter quelque chose. C'est sur le fait que cette culture de la performance centrée sur l'individu, c'est venu vraiment aussi fragiliser complètement le climat de sécurité psychologique. Ce qui fait que j'ai beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont peur de s'exprimer, ont peur de parler de leur travail, de dialoguer ouvertement sur ce qui facilite leur travail, sur ce qui entrave leur travail, le pourquoi ils font ça, comment ils le font. Et je trouve que c'est super aliénant parce qu'au final, on passe la majorité de notre journée au travail et on ne peut pas parler clairement, ouvertement, sans tabou de ce qu'on fait au quotidien. Parce que finalement, dire que les choses ne vont pas, c'est comme dire, moi, je suis en défaut. Moi, j'ai des failles à régler, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est ce fait qu'il n'y ait pas de dialogue ouvert, de la possibilité de critiquer ouvertement ce qui ne va pas dans mon quotidien professionnel, qui fait que du coup, les gens aussi gardent sous silence. Okay. Donc c'est parce que effectivement, peut-être qu'il n'y a pas assez de... alors, le contexte en France fait qu'on ne parle pas souvent de travail entre nous, si j'ai bien compris. C'est la peur du salarié de s'exprimer librement. Donc, il lui faut un contexte
il faut qu'on leur donne un contexte pour pouvoir s'exprimer librement. Et en tout cas, parler de ce qui ne va pas. J'ai un exemple très concret. J'ai reçu une personne pas plus tard qu'hier qui me disait, voilà, je viens de commencer un travail, il y a des choses qui ne vont pas, mais voilà, il y a bientôt l'évaluation qui va arriver. Et il fonctionne selon 3 catégories, les sous-performants, les performants et les surperformants. Ce qui fait que automatiquement, en fait, comment on peut s'exprimer sur ce qui ne va pas au travail? Parce que le risque, c'est de se retrouver en sous-performant, entre guillemets, de devenir un élément gênant. Donc, voilà. C'est aussi une difficulté, effectivement. On ne peut pas s'exprimer si, effectivement, on est tout de suite recasé. Donc en tout cas, c'est très intéressant. N'hésitez pas, hein, je vais le répéter assez fréquemment, mais n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, toutes vos interrogations dans le chat. Si vous avez déjà dû faire face également à ces zones grises et comment, effectivement, vous avez pu les détecter et comment vous avez pu agir. Ça peut peut-être donner aussi d'autres exemples, en tout cas aux personnes qui nous suivent. Donc, il est important aussi également de revoir sa grille de lecture. Il existe aujourd'hui 3 grandes familles de risques émergents. Donc, les risques liés à l'organisation du travail, perte d'utilité perçue, surcharge décisionnelle, zone de flou, risques liés aux usages numériques, surcharge cognitive, microstress, hyperréactivité attendue, isolement social, repli sur soi, et les risques relationnels invisibles, tension entre équipes, distanciation managériale, sentiment d'inquiété. Ce sont des combinaisons qui, peu à peu, grignotent l'engagement et la sécurité psychologique. Alors, je crois que j'avais commencé par Julie, donc du coup, je vais commencer par Carla. Quels dispositifs ou postures peuvent leur être utiles au quotidien? Alors, pour les risques, par exemple, liés aux usages numériques, ça va être une surcharge parce qu'on est amené à être sur plein de canaux différents comme WhatsApp, Slack, Teams, etc. en permanence. Et donc, ça va créer des micro-stress et de la réactivité permanente attendue et aussi un isolement social et un repli sur soi. Donc, ce qui va être intéressant, c'est par exemple avoir 2 téléphones ou pouvoir mettre des alertes sur son ordinateur pour couper à des moments précis, pour vraiment avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, et aussi avoir ce rôle modélisant pour ses collègues, par exemple. Parce que si une personne de l'équipe commence à envoyer des mails à 23h ou alors le dimanche, voilà, même avec cette petite étoile, ce mail n'appelle pas de réponse durant le week-end, et on va être amené on va voir son collègue faire ça ou son manager, et donc on va être amené à répondre directement aussi et à travailler sur des temps qui sont plus des temps qui sont faits pour se reposer. Donc voilà, essayer de couper, essayer de maintenir le travail sur des plages qu'on a décidées, par exemple. Donc ça va être important. Pour les risques liés à l'organisation du travail, c'est vrai que le sens au travail, ça va être très important pour se motiver à venir travailler, à savoir ce qu'on fait précisément. Donc, ne pas hésiter à informer les personnes du sens, de ce qu'il y a derrière. La surcharge décisionnelle, ça va toucher beaucoup les managers aussi qui sont en première ligne de la souffrance au travail, puisqu'il y a des injonctions contradictoires entre ce que nous dit la direction, par exemple, et d'autres injonctions qu'on doit faire passer. Donc voilà, comment est-ce aussi on voit quel est le contour de mon poste, qu'est-ce qu'on fait avec ces injonctions pour les clarifier et pour avoir de moins en moins de zones de flou. Et pour les risques relationnels invisibles, ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir des temps d'écoute, de discussion, de dialogue entre équipes qui sont assez récurrents pour qu'il y ait de moins en moins de tensions possibles et de moins en moins de non-dits aussi, et donc de distance managériale. Et on peut agir aussi sur les signaux de reconnaissance et trouver des signaux de reconnaissance qui peuvent convenir et qui soient le plus juste possible aussi pour ne pas renforcer le sentiment d'iniquité. Ok. Julie, également, est-ce que tu as quels dispositifs ou postures peuvent être utiles aussi également au quotidien? Est-ce que tu as en tout cas des axes à donner aux managers, aux RH? Comme axe, surtout un point de vigilance. Et d'ailleurs, je vais me baser sur ce que Véronique a dit, que je partage complètement pour étayer mon propos. En effet, je constate, parce que du coup, Véronique qui disait que voilà, on outille les salariés
pour se prendre en charge soi-même plutôt que de mettre en cause l'organisation. Et c'est comme s'il y avait une logique d'auto-entrepreneuriat dans l'entreprise. Donc, chacun doit avoir les bons outils pour performer et pour être heureux au travail, plutôt que de s'intéresser à la qualité de notre environnement. Parce que c'est bien plus efficace, finalement, de mettre le droit de déconnexion en application que de recruter des personnes quand il y a une surcharge de travail qui devient chronique et systématique, etc., etc. Et aussi le risque, du coup, de ces cartographies, moi, je partage complètement les analyses et les observations, mais je pense que aussi on a vu un florilège de nouvelles techniques, de nouveaux outils, de nouvelles théories, etc. Et on a cherché à faire coller la réalité du terrain à ces cartographies, à ces outils trop standardisés. Et c'est hyper important finalement de faire l'inverse en fait. D'abord, on va dans le quotidien des professionnels et voir clairement quels sont les besoins qui émergent. Parce que ce qui peut être un RPS dans un environnement peut ne pas l'être. Il paraît super important de respecter aussi la singularité, la complexité des environnements, quoi, avec leur culture aussi très spécifique. Parce qu'il n'y a pas de bonne méthode. Il y a la méthode qui respecte les réalités de chacun, entre guillemets. Enfin, c'est mon opinion. Ok, très bonne opinion. Je pense qu'on partage tous ton opinion. Tout à l'heure, c'est vrai que ça va faire le parallèle. On a parlé d'outils, on a parlé de managers. Tout à l'heure, dans le chat, Véronique nous a indiqué qu'effectivement, les managers étaient totalement, en tout cas, étaient diminués. Et j'avais dit qu'effectivement, qu'on parlerait de comment impliquer les managers, les RH, bien évidemment, sans les surcharger. Parce qu'aujourd'hui, les managers sont au premier plan. On attend d'eux qu'ils soient à la fois performants, on attend d'eux qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient garants du climat social, relais RH, tout en restant opérationnels. Donc, on leur demande beaucoup. Notre recommandation, c'est d'arrêter de leur rajouter des outils et commencer par les outils en posture. Tout à l'heure, on a parlé d'outils qui ne sont pas adaptés. C'est peut-être mettre en place aussi des outils qui sont adaptés, qui vont leur permettre de pouvoir mesurer, en tout cas, toutes ces zones grises et détecter et d'agir en amont. Ça passe par des repères simples pour gérer les évolutions de comportement, des formats courts pour partager les tensions en réunion, de la formation à l'écoute active. Donc là, du coup, je commençais par Julie. Quelles sont les typologies ou les risques émergents qui méritent le plus d'attention aujourd'hui? Les risques émergents, pour moi, je vais continuer à dérouler le fil de ma réflexion avec du coup cette tendance à être trop focus sur l'individu. Pour moi, déjà, c'est ce qui permettrait d'alléger les managers et les RH, de ne plus s'occuper de ce qui est de l'ordre de l'intime et du personnel. Moi, personnellement, j'ai envie de me sentir légitime, de dire je ne veux pas que mon employeur s'occupe de quelle personne je devrais être, de ce que je dois développer dans ma personnalité. Je veux, c'est qu'on me donne les moyens pour bien faire mon travail. Et c'est comme ça que je vais me sentir mieux et que je vais pouvoir mieux travailler. Donc déjà, c'est pour moi les RH et les managers de ce qui est personnel. Je pense qu'à partir du moment où on aura un super environnement de travail et des bonnes conditions pour travailler, peut-être que là, on pourra se poser la question sur le développement personnel, voire impersonnel aujourd'hui des salariés. Et je j'ai quand même le verbatim d'une personne que j'ai reçue hier d'une RH qui me disait moi je suis très frustrée parce qu'à la base je me suis engagée dans ce métier pour être une facilitatrice du travail, pour pouvoir coordonner, et finalement je me retrouve à faire le pompier ou le psy des salariés, ou à assumer ou certains dirigeants n'assument pas dans leurs responsabilités. Donc pour moi c'est vraiment de réfléchir à notre responsabilité, quel est notre rôle et s'y tenir. Et aussi, là, par rapport au RPS, d'encourager la vigilance partagée. C'est chacun, en fait, doit avoir cette responsabilité-là. Ça peut être les représentants du personnel, créer des relais, c'est les managers, les RH, bref, tout le monde à son échelle, on doit se préoccuper du coup et de l'environnement dans lequel on est. Ok. J'ai une question, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit. Hein. Tu as dit qu'en gros, tu m'arrêtes si je me trompe, que les managers devraient plutôt se concentrer sur le pro et un petit peu, en tout cas, on devrait les outiller pour le côté humain. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la partie personnelle peut impacter, en tout cas, l'aspect professionnel, la productivité d'un collaborateur. Est-ce que ce n'est pas leur rôle, justement, que ce soit au manager ou au RH, d'avoir ce côté humain
qui aujourd'hui, la barrière est très fine entre l'humain et le professionnel. Est-ce que ce n'est pas justement leur rôle? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Intéressant. Bah, carrément. Mais je trouve que justement, il y a une grande injonction paradoxale. Excuse-moi, Carla, si tu voulais intervenir, je voulais juste sur ce que tu viens de dire, quoi. C'est qu'en fait, il y a un grand paradoxe. C'est outillé. On a une approche un peu psychologisante des personnes et on s'intéresse du coup à l'humain, à la personnalité, mais en même temps, on a des environnements qui ne favorisent pas la dignité. Tu vois, on ne peut pas à la fois être dans l'humain, mais en même temps avoir des environnements professionnels qui ont une violence au quotidien. Donc, il y a une trop grosse incohérence. Enfin voilà, et ça présente. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses? Oui, très clair, hein. Très clair. Non, mais on a bien compris. Et du coup, pour rebondir aussi, Carla, qu'est-ce que tu en penses, justement, effectivement, pour reprendre la question, hein, c'était quelle typologie émerge le plus, mais qu'est-ce que toi, tu en penses, en tout cas, de l'implication des managers, comment, effectivement, on peut les appliquer sans les submerger, parce qu'on attend tellement d'eux que ça devient un petit peu compliqué. Ça refait en tout cas sens à ce que disait Véronique dans le chat. On sentait que les managers étaient totalement démunis. Comment on peut les accompagner et comment on peut les aider justement? Je pense que dans un premier temps, il faut leur apprendre à se préserver soi-même. Voilà, c'est comme moi j'aime bien l'image de l'avion. On nous dit souvent qu'il faut mettre le masque à oxygène pour soi avant d'aller équiper les autres et pouvoir aider les autres. Donc je pense voilà, pouvoir se préserver, repérer les signaux faibles d'alerte sur eux-mêmes déjà, pour après être dans les bonnes dispositions, pour écouter et avoir une posture d'empathie et pas de sympathie. Donc la sympathie, ça va être ok, je vois ce que tu ressens, je vois ton émotion et je suis à fond avec toi dans cette émotion, je la partage. Mais ça va être, ça va amener ce qu'on appelle en psychologie de la fatigue compulsionnelle. Donc à la fin de la journée, on va être complètement submergé par les émotions, par les problèmes des autres, etc. Et ça va être très difficile pour nous-mêmes de faire notre travail. Et donc, il faudra replacer des limites. Donc moi, j'aurais dit avoir la bonne posture pour écouter, être dans l'empathie et en même temps savoir réorienter au bon moment pour pas prendre cette posture de sauveur. Et je pense que ce qui va être important, c'est mettre en place des rituels dans son équipe. Ce qui marchait bien, que j'ai déjà vu en entreprise, c'était par exemple des managers qui mettaient en place la météo du jour. Voilà, chaque jour ou chaque semaine avec un code couleur. Donc, par exemple, si je suis rouge, c'est que voilà, pour moi, ça va pas super bien, j'ai pas bien dormi, etc. Orange, ça va. Vert, c'est super, je me sens hyper heureuse, etc. Et donc, de voir que chacun puisse mettre cette météo et s'exprimer, ça peut permettre aussi d'ouvrir le dialogue et aussi de créer du lien dans l'équipe et d'amener aussi des discussions, par exemple, sur des tons informels, si on voit qu'une personne a plusieurs codes couleur rouge d'affilée. Donc ça va être assez intéressant. Et voir aussi en co-construction avec son équipe, avec le collectif, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place et impliquer aussi le collectif. Parce que si la décision vient de l'équipe, il y aura une plus forte adhésion et elle sera mieux mise en place sur le long terme. Ok, donc recentrer sur le collectif. Ouais. Ok. N'hésitez pas en chat à nous dire effectivement, à poser vos questions bien évidemment et à nous dire en tout cas manager, RH, quelles actions vous avez mis en place pour faire un petit peu parler les collaborateurs. On a beaucoup parlé d'outils, comment outiller les outils qui ne sont plus adaptés en tout cas aux nouveaux RPS. Et là, en tout cas, l'objectif, c'est en tout cas de vous aider en tout cas à choisir les bons outils de diagnostic. Aujourd'hui, ce qui ne fonctionne plus, ce sont les baromètres trop génériques. Les outils sans restitution rapide. Parce qu'aujourd'hui, si effectivement on interroge nos collaborateurs sur leur ressenti, c'est pour avoir en tout cas un retour assez rapidement, effectivement, et pour mettre en place des actions rapides. Parce que des fois, on met en place un audit QBCT et au final, on n'a pas de restitution et il n'y a rien qui change. Donc, du coup, le collaborateur, il peut se sentir lésé. C'est-à-dire qu'on me pose des questions, mais au final, il n'y a rien qui change. Donc, du coup, ça ne fonctionne plus, bien évidemment. Et ce qu'il faut privilégier, c'est des outils par équipe, par situation, des résultats actionnables rapidement.
C'est-à-dire qu'on a une analyse, on a des outils et on essaye d'avancer les choses assez rapidement. Et des formats hybrides entre recueil, dialogue et sensibilisation. Alors, Julie, comment choisir les bons outils sans tomber dans l'usine à gaz, bien évidemment. L'objectif, c'est pas de faire 60 000 par mois, mais choisir les bons au bon moment pour que ça puisse avancer, tout simplement. Oui. Pour moi, déjà, les bons outils, c'est ceux qui vont émerger des besoins réels. Et ça va être des outils qui vont venir mesurer la cause des problèmes et pas le malaise. Parce que si on reste focus sur le symptôme, sur le malaise, c'est là où les RH vont devoir être les pompiers ou les psys, entre guillemets, des salariés à devoir gérer le malaise. Ils vont tomber dans la surpsychologisation du travail. Donc, c'est ceux qui vont vraiment venir mesurer, qui vont venir observer, du coup, le quotidien. Donc, ce qui a comme irritant, ce qui ne fonctionne pas, ce qui complexifie, on va dire aussi le quotidien. Bref, tout ce qui est de l'ordre de l'irritant. Pour moi, le bon outil, c'est celui qui va engager du coup les parties prenantes, donc les dirigeants, les managers, les équipes, les salariés de manière individuelle. Et pour moi, surtout, le bon outil, c'est celui qui est hyper simple, rapide et encore une fois efficace. C'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir retrouver un climat de sécurité psychologique, qu'on va retrouver confiance en notre organisation. C'est OK, là, je ne suis plus face à des personnes. Je suis dans un environnement là qui est en train vraiment de s'attacher à améliorer les conditions concrètes, que ce soit le type de management, la rémunération, les tâches, la différence, la reconnaissance de ce que je fais, de mes efforts et des résultats que je produis. Enfin voilà, des choses très concrètes de l'ordre de l'environnement. Mais du coup, je ne réponds pas vraiment à ta question parce que personnellement, je ne fonctionne pas sur les outils qu'il faut. Donc, je vais manquer. D'accord. J'ai une question, Carla. Après, effectivement, si aussi tu as effectivement des outils, en tout cas, si tu peux en tout cas nous aiguiller sur les bons outils, excuse-moi. À quelle fréquence on peut, peut-être que certains RH, certains managers se posent la question, à quelle fréquence on peut interroger nos collaborateurs? Il y en a qui vont dire peut-être une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Il n'y a peut-être pas de bonne réponse, mais quel est le plus judicieux? J'ai envie de répondre plutôt une fois tous les 3 mois. Okay. Pour voir s'il y a des changements, mais avec des outils qui soient toujours assez simples et rapides et qui débouchent sur des analyses aussi assez rapides et des actions mises en place. Donc, que ce soit même de la discussion ou voilà, tout type d'action, mais pour pas qu'on ait l'impression juste de faire des questionnaires et qu'il n'y ait rien derrière. Ok. Ce qui est important, effectivement, c'est d'interroger, mais effectivement, c'est pouvoir mettre en place des actions et c'est pouvoir intégrer la prévention dans le quotidien. Parce que, effectivement, c'est important de pouvoir interroger de temps en temps, mais l'intégrer dans le quotidien, c'est très. Et comment on peut aujourd'hui l'intégrer dans le quotidien? On l'intègre à des moments clés, lors des briefings d'équipe, lors des points hebdo, lors des entretiens annuels, sur les retours de formation ou de projet. Un exemple, un manager peut simplement poser une fois par mois la question « Qu'est-ce qui vous freine en ce moment ?» et noter les réponses sans jugement. Parce que tout à l'heure, Julie, tu l'as évoqué, un collaborateur doit se sentir libre de pouvoir parler sans jugement. Et ça, c'est très important de pouvoir effectivement dialoguer. Parce que si on sait qu'il va y avoir des représailles ou qu'on a peur d'être jugé ou d'être mis dans une case, et ben forcément, c'est là que peut-être certaines tensions vont apparaître. Et c'est là, effectivement, que les zones grises vont apparaître et qu'on aura du mal à les détecter. Donc, c'est pouvoir s'exprimer librement. Et ce sont ces petites routines qui font la différence dans la durée. On va parler effectivement des synthèses. Donc, Carla, est-ce que tu as des synthèses et des recommandations sur tout ce qu'on a pu se dire? Des recommandations stratégiques. Alors, pour les synthèses et les recommandations, donc, comme on l'a dit, ça va être former et repérer dès les premiers instants, dès les signaux faibles, avant que ça prenne de plus en plus d'ampleur. Mettre à jour les référentiels de risque
outiller les managers avec vraiment des pratiques concrètes et adaptables à leur terrain et leur réalité, activer les bons outils de diagnostic, faire de la prévention une dynamique et pas une réaction. Donc, que la prévention soit vraiment un quotidien et des réflexes. Et donc, ça va être observer les tensions invisibles, réagir avant que cela ne se voie, outiller sans complexifier et rajouter du poids et de la lourdeur au processus et remettre la vigilance humaine au cœur des pratiques. Ok. Est-ce que, Julie, tu as également des recommandations stratégiques? Ouais, si je devais vraiment dire un truc, c'est vraiment de mettre le dialogue décomplexé, libre autour du travail, enfin d'en faire une norme en fait. Voilà, comme tu m'as fait un excellent résumé, c'est vraiment ça, c'est faire du dialogue du travail une norme au quotidien et ça peut passer en effet par cette question toute simple en réunion d'équipe. Qu'est-ce qui cette semaine a facilité votre travail? Quels ont été les irritants? Qu'est-ce qui l'a entravé? Et pourquoi pas de se saisir d'ateliers de co-conception pour qu'il y ait vraiment un consensus du coup sur les problèmes au quotidien récurrents et ensuite penser des actions correctives très simples qu'on peut directement tester et comme ça on évolue, on voit ce qui fonctionne, on l'intègre dans la routine professionnelle, ce qui ne fonctionne pas, on teste humblement, on teste et on voit comment on peut améliorer notre environnement. Et je tenais juste à conclure aussi sur quelque chose, c'est qu'on a trop tendance à oublier que la performance et le bien-être, ce n'est pas une affaire personnelle. En fait, c'est un indicateur. C'est l'indicateur qui a un équilibre entre nos ressources personnelles, entre nos relations et notre environnement. Si mon environnement m'apporte reconnaissance, sécurité et apprentissage, donc c'est-à-dire qu'elle valorise mes réussites mais aussi mes échecs, je peux me sentir bien. Donc, comme le disait quelqu'un d'ailleurs dans le chat, en effet, c'est collectif. La performance est collective et les difficultés aussi doivent l'être. Et c'est comme ça qu'on peut du coup améliorer les choses de manière plus efficace et plus humaine, pour reprendre le mot que tu disais. Ok, parfait. Il y a Véronique qui nous dit que le grand message, c'est prenez soin de vous, effectivement. Prenez soin de vous. Oui. C'est très important. Alors, hop, on va parler un petit peu de Positive You. Qui nous sommes? Donc, certainement, il y a en tout cas des participants qui ont déjà effectivement participé à d'autres webinaires dont ils les connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important effectivement de vous détailler qui nous sommes. Donc, pour vous expliquer, on est une solution unique digitalisée et spécialisée dans la santé mentale et dans le développement des compétences, des soft skills pour les collaborateurs. Notre mission, elle est simple, c'est tout simplement de vous accompagner à prendre le leadership sur le bien-être de vos collaborateurs et de favoriser, démocratiser l'accès à la psychologie, mais également d'accompagner les partenaires et les collaborateurs sur les questions de santé mentale en entreprise et de QVCT et de soft skills. Et pour ça, on est accompagné de plusieurs experts, dont Julie et Carla, plus de 40, ce qui nous permet d'être présents sur tout le territoire, couvrir l'ensemble du territoire. Généralement, en tout cas, nos experts ont plus de 15 ans d'expérience, travaillent en libéral ou en entreprise et qui traitent plus de 30 spécialités. Ce qui nous permet effectivement de pouvoir avoir deux leviers. Le premier levier, ça va être la santé mentale, le bien-être, et le second levier, ça va être le développement des soft skills, ce qui nous permet d'avoir plusieurs services. Je vais commencer en tout cas dans le désordre. Le premier levier, ça va être l'audit QVCT. C'est un bon point de départ, l'audit QVCT, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'outils, comment mesurer effectivement l'impact, comment mesurer les RPS, et l'audit, c'est le point de départ de tout. Aujourd'hui, si vous souhaitez mettre en place des actions justement pour favoriser le bien-être de vos collaborateurs, mais vous ne savez pas par où commencer, l'audit va permettre d'interroger effectivement l'ensemble de vos collaborateurs ou une business unit, et Carla, Julie ou une autre experte va faire passer des tests de personnalité, de contexte au travail et d'organisation. Et l'objectif, c'est tout simplement de recueillir ces résultats, de faire une analyse et d'avoir un plan d'action détaillé. Et sur ce plan d'action, il peut y avoir plusieurs solutions. La première solution, ça peut être le soutien psychologique. Donc, c'est une solution qui va permettre aux collaborateurs d'avoir accès à un psychologue, tant sur la sphère privée que sur la sphère professionnelle, bien évidemment. L'autre solution, ça peut être des formats collectifs de prévention, d'ateliers, de conférences, de formations, sur des thématiques, bien évidemment, vont être détaillées. Ça peut être
vous souhaitez sensibiliser vos collaborateurs sur le burn-out. Vous souhaitez les sensibiliser sur la diversité et l'inclusion. Donc, c'est soit effectivement vous qui avez envie parce que vous avez eu un cas ou parce que vous souhaitez tout simplement les sensibiliser, ou soit c'est parce que lors de l'audit, on a détecté qu'il y avait peut-être une inquiétude sur telle thématique et il est important de pouvoir effectivement sensibiliser. L'autre solution, ça peut être un format un petit peu plus individuel. Donc là, on va être sur des coachings personnalisés. Ça va permettre, en fait, un collaborateur ou un manager de monter en compétence sur des soft skills. C'est ça qu'on a dit, c'est un de nos leviers. Généralement, on est sur 4 à 6 séances espacées de 2 semaines. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de déterminer ensemble. Donc, ça peut être Julie, Carla ou l'autre qui va déterminer, aujourd'hui, je pense que votre manager a besoin de 4 à 6 séances. Généralement, elles sont espacées de 2 à 3 semaines, ce qui va permettre de mettre en pratique ce qu'il a appris avec une de nos experts. Donc là, on est vraiment sur du format individuel. D'accord? Donc, on a le format collectif, le format individuel, on a l'audit, et pour terminer, on a ce qu'on appelle comité QVCT, RPS et bien-être. C'est la mise en place de réunions qui sont animées par une de nos expertes et qui a pour but tout simplement de se réunir autour d'une table ronde, comme on le fait un petit peu actuellement, et de pouvoir discuter et d'avoir bien évidemment l'expertise. C'est ça l'objectif de nos experts et de pouvoir tout simplement recueillir, et vous aurez bien évidemment la possibilité de composer vous-même ce comité-là et de pouvoir un petit peu recueillir, recenser tout ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir bénéficier effectivement d'un plan d'action, de démarche, de vous dire, OK, nous on a envie de mettre telle action en place, est-ce que c'est possible, comment on peut le faire, de quelle façon. Donc voilà l'objectif effectivement du comité QVCT, RPS et bien-être. Donc voilà, je vais passer, je vais voir si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a répondu. C'est vrai que j'ai pris 2-3 questions. J'ai répondu en cours de visionnage. Je vois pas d'autres questions. A priori, je pense que tout a été dit. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, que ce soit Julie ou Carla, pour clôturer ce webinaire? Merci beaucoup pour toute votre attention. C'était très agréable en tout cas. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir de parler autour de ces sujets. Je me suis trompé, effectivement, j'ai une question d'Agnès, excusez-moi, avant de clôturer, qui est très importante. Alors, Agnès vous demande quels sont les outils que vous considérez dépassés? Moi, personnellement, les outils que je considère dépassés, c'est les outils qui sont standardisés. C'est les outils vraiment qui ne respectent pas la singularité, la réalité vraiment du quotidien des collaborateurs. Pour moi, voilà, un outil qu'on essaie de calquer sur un environnement sans comprendre la culture, la réalité des professionnels, la spécificité des missions. Pour moi, je considère que c'est du coup hors sol, donc un peu dépassé. Ok. Pareillement. Ok, pareil. Donc, du coup, Solène, j'espère qu'on a répondu effectivement à ta question. On a Aurélie qui nous a dit que la performance est collective et la difficulté doit être aussi traitée de la même façon. Donc, les injonctions contradictoires, la priorisation des tâches et la reconnaissance des goulots d'étranglement doit être partagées en équipe. Bon, ce n'est pas une question, mais c'était juste effectivement un point. Et il y a Solène aussi qui nous dit « Bonjour, beaucoup de retours d'isolement des salariés car les outils permettent de plus en plus d'autonomie et donc moins d'interaction d'équipe effectuée. » Mais ça, effectivement, je l'ai dit effectivement tout à l'heure et on a fait un retour à Solène. On n'a pas d'autres questions, je crois. Non, tout a été dit. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager effectivement ce webinaire avec vous tous. Donc, j'espère qu'on a pu vous apporter pas mal de réponses à peut-être certaines interrogations. Ah, je crois que Fidèle a eu un bug. Écoute, on va clôturer. Merci à tout le monde en tout cas d'avoir été présent. Et merci Carla. Merci à beaucoup. Très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.